dès que j'ai tourné la clé dans la serrure, l'épuisement s'est infiltré dans mes os comme de l'eau par une fine fissure. 14 heures aux urgences de Saint-Marie m'avaient laissé vider. Chaque muscle, chaque souvenir, arraché par la vague incessante de douleur et de peur. J'ai refermé la porte derrière moi du plat du pied, en prenant garde de ne pas faire vibrer la clé et de réveiller Clarisse. Elle méritait son repos, surtout après le chaos de la semaine passée, sa promotion à la galerie d'art, les vernissages nocturnes, le tourbillon constant de gens. J'ai ôté mes chaussures, enlevé ma blouse et me suis glissé sous la couette, prévoyant de la serrer contre moi dans le doux courant du sommeil. Mais dans le silence qui précédait l'aube, avant que rêve et réalité ne se soient séparés, je me suis endormi sans un murmure. Une lumière est venue comme une accusation, tranchant les stores et me poignardant les paupières. Je me suis déplacé, voulant la bercer de sa chaleur, mais la silhouette à côté de moi était étrange, déséquilibrée, inconnue. Mon cœur battait fort, la douleur me gonflant la poitrine tandis que je clignais des yeux face au visage d'une inconnue. Ses cheveux noirs, bouclés sur sa peau pâle, tombaient à moitié sur un œil et formaient de douces boucles. Ses traits étaient doux, certes, mais totalement méconnaissables. La panique m'a saisi. Je me suis redressé avec une rapidité surprenante, le poids de la couette sur mes genoux, et j'ai regardé fixement. Les paupières de l'inconnue se sont ouvertes brusquement, son regard a croisé le mien, l'horreur illuminant ses yeux tandis qu'elle se redressait brusquement et hurlait « Qui êtes-vous ? Que faites-vous chez moi ?» ai-je crié, la voix étranglée par l'incrédulité. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle l'avait entendu. Elle s'est figée, les joues rouges de peur et de confusion, comme si la pièce elle-même l'avait trahie. Nous nous sommes regardés l'espace d'un battement de cœur, suspendus dans une logique cauchemardesque. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'une confession, elle murmura. « Votre maison ? J'habite ici avec mon mari. » Je sentis mes genoux faiblir. Non. Je m'écroulai, glissai du lit et trébuchai vers une photo encadrée posée sur la table de chevet. C'était Clarisse et moi, souriante le jour de notre mariage. Sa robe était une cascade de dentelle ivoire. Mon uniforme était impeccable et repassé. Elle se tenait sur le sable lors de notre petite cérémonie côtière, le soleil se couchant derrière nous comme une promesse. Le cadre indiquait « 12 octobre 2018 ». Ma main trembla en touchant la vitre. « C'est mon appartement », dis-je, bien que le doute transparaisse à chaque syllabe. La femme fronça les sourcils. « Tyrell et moi avons emménagé il y a 6 mois, dit-elle d'une voix brisée. Harley a commencé. Alors vous devez être l'homme à tout faire qui a réparé l'évier. Ces mots étaient cassants, sur la défensive. Je secouai la tête. Je m'appelle Marcus Hay, dis-je. Ma femme s'appelle Clarisse, et je vis ici avec elle depuis 6 mois. C'est notre maison. Ma voix se calma, la colère me montant aux veines. Comment ose-t-elle ? Je tendis la main vers mon téléphone sur la table de nuit, désespéré de retrouver un semblant de normalité, mais mes doigts se refermèrent sur le bracelet à breloques en argent de Clarisse, un cadeau qu'elle m'avait offert pour notre premier anniversaire. Gravé de nos initiales. Le métal froid mordit ma paume. Elle expira brusquement, jeta un coup d'œil au bracelet, puis à moi. « Où est ta clé ?» demanda-t-elle. « La mienne ne fonctionne plus ce matin. » J'ai glissé ma main dans ma poche. J'en sortis un porte-clés identique à celui accroché près de la porte d'entrée. Un simple anneau en argent avec 2 clés. Je l'ai depuis que j'ai emménagé, dis-je. J'ai donné un petit coup sec sur le bord bosselé de la clé de la maison, et le monde bascula. Ma main trembla tandis que je m'approchais de la porte, la déverrouillai et me tournai vers elle. Et c'est la tienne. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle prit sa clé et l'inséra dans la serrure. D'un tour de main, elle s'ouvrit avec un clic. Son souffle s'accéléra. Je vis son visage se vider de ses couleurs. Je sentis mon estomac se nouer. Il y a un problème, murmurai-je. Je traversai la pièce et attrapai le dossier dans le tiroir de la table de nuit. Les carnets de Clarisse, nos factures de service public, des lettres adressées à nous dans cette même rue. Je les fouillai, mais il en manquait la moitié. À leur place se trouvait une pile de nouveaux documents de bail signés par un notaire Tyrell Hay, déclarant la propriété exclusive de Monica et Tyrell Hay, avec notre numéro d'appartement en gras. C'est impossible, murmurai-je en lui tendant les papiers. Elle fixa le nom de Tyrell Hay, puis moi, les larmes aux yeux. Mais c'est le nom de mon mari, dit-elle. C'est notre bail. C'est notre maison. Le silence s'installa, lourd comme du ciment frais.
Mon esprit tournoyait. Où était Clarisse? Pourquoi ne s'était-elle pas réveillée? Pourquoi m'avait-elle abandonné dans ce cauchemar? Mon pouls me martelait les côtes. Que avait-elle emporté? Je déglutis, luttant contre la soudaine tension qui me serrait la gorge. Je me précipitai à travers les pièces, appelant Clarisse, la voix brisée. La cuisine ne contenait que quelques tasses. Notre passion pour la collection s'était réduite à 3 tasses solitaires, et le canapé du salon était vide. La bibliothèque ne contenait que des encyclopédies que je n'avais jamais achetées. Mon bureau était vidé de tout matériel de dessin. Le portfolio de Clarisse avait disparu. Le placard qui contenait autrefois ses robes élégantes ne présentait plus que les rebuts de la saison précédente, des pulls troués, des chemisiers qui ne correspondaient pas à son style. Mon cœur hurlait. Je trouvai un unique dossier glissé derrière ses manteaux d'hiver dans le dressing. Mon nom y était inscrit. Des lettres majuscules bien nettes que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvaient de fausses cartes d'identité portant la photo de Clarisse, mais sous des noms que je n'avais jamais entendus. Amelia Reed, Claire Thompson, Evelyn Marks, des adresses dans 3 États. D'autres documents, de fausses fiches de paie, des contrats de location, et même un diplôme universitaire d'histoire de l'art d'une école qui n'existait pas. Mon souffle me coupa brusquement. Monica se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur la bouche. Elle fait ça aux gens, dit-elle finalement, la voix tremblante. Clarisse utilise des identités volées, de faux beaux. Je ne l'ai remarqué que lorsque mon propriétaire a appelé pour me demander quand j'emménageais. Ses genoux ont cédé. Tyrell l'a rattrapé et l'a guidé jusqu'au lit, l'asseyant délicatement contre la tête de lit. Je me suis effondré par terre, le front pressé contre les genoux. L'appartement que j'avais appelé chez moi, la femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance, la vie que j'avais construite, tout cela n'était qu'illusion. Et j'étais abandonné ici, dans les décombres du cauchemar de quelqu'un d'autre. Le soleil montait plus haut, se moquant de moi par sa luminosité. J'étais assis là, les faux sur les genoux. L'inconnu se tourna vers moi, et les murs silencieux qui avaient autrefois résonné de rire se mirent à résonner. Je réalisai que plus rien de familier n'était réel, et que la femme que j'aimais était devenue l'architecte de ma désolation. Dans la froideur de la lumière matinale, je compris que me réveiller de ce cauchemar exigerait plus qu'ouvrir les yeux. Il faudrait trouver la vérité dans les ruines qu'elle avait laissées derrière elle. Les mots de Monica résonnèrent dans mon esprit comme un disque rayé tandis que je m'affaissais au bord du matelas désormais nu. La lumière du soleil projetait des ombres austères sur la pièce vide. Son nom, Monica Hay, me semblait l'écho d'une autre vie, une que je n'avais jamais vécue. Elle parlait d'un bail signé par son mari Tyrell 6 mois plus tôt, des papiers de propriété portant son nom en lettres officielles impeccables. Je fixai à nouveau la pile de documents, secouant la tête, essayant de les faire disparaître, mais ils étaient réels. Mes mains tremblaient en ramassant la première feuille, le sceau notarié scintillant à la lumière. J'ai lu et relu le texte juridique, l'adresse correspondant à celle de cet appartement, les signatures identiques à celles de mon propre bail, mais les noms étaient différents. Tyrell et Monica Hay. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine que les murs l'entendaient. Ton bail et le mien se chevauchent. Murmura Monica, la voix brisée par le choc et la culpabilité. Mais ceci dit, maintenant, la propriété. Elle s'est affalée à côté de moi, les jambes repliées sous elle. La casquette de boulanger de Tyrell gisait oubliée sur le sol, son visage pâle et incrédule, debout près de la porte. Je me suis relevé, arpentant la pièce en cercles agités. Où est Clarisse, ai-je demandé en serrant si fort le dossier d'une chaise que mes jointures se sont élargies. Pourquoi n'est-elle pas là pour m'expliquer ça? Ma voix résonnait sur les murs nus, aussi creuse que mon espoir de quelque chose de familier. Monica a secoué la tête. Je ne sais pas. Je me suis réveillé ce matin et je pensais que tu étais l'homme à tout faire. Je n'en avais aucune idée avant de te montrer les papiers. Ses yeux marrons se remplirent de larmes, l'espace d'un instant, je perçus la confusion qui se reflétait dans son expression. Le même choc que j'avais dû ressentir lorsqu'elle réalisa que je n'étais pas l'inconnu. Tyrell s'éclaircit la gorge et s'avança. Je suis désolé, dit-il doucement, d'une voix calme et posée. Je m'occupe des papiers. Monica s'occupe de la maison. J'ignorais que quelqu'un d'autre vivait ici avant qu'elle ne m'appelle. Sa main se posa sur la sienne dans un geste rassurant, mais le poids de la situation était si lourd que j'avais du mal à respirer. Je me laissai retomber sur le lit, serrant la pile de baux et de papiers de propriété contre ma poitrine.
La pièce me semblait incroyablement petite, l'air chargé de mensonges. Je fermais les yeux et essayais de me remémorer ma vie d'avant ce matin. Le rire de Clarisse pendant qu'elle préparait le dîner. La façon dont elle posait sa tête contre mon épaule pendant les dessins animés du dimanche matin, la chaleur de sa main et de la mienne pendant que nous marchions le long de la rivière. Plus rien ne semblait réel. C'était comme si j'avais traversé un rêve en dormant. Et voilà que je me réveillais en sursaut, seulement pour découvrir que le monde avait basculé sous mes pieds. « Vos clés fonctionnent toujours ?» demandai-je d'une voix caverneuse. « Mes clés aussi ?» Je brandis les deux trousseaux identiques, leur acier froid brillant au soleil. Tyrell hocha la tête en fronçant les sourcils. « Je ne comprends pas, le serrurier me dit qu'il avait remplacé les serrures le mois dernier. Je l'ai payé moi-même. » Il passa une main dans ses cheveux, le visage crispé par la frustration. Monica dit, « Vous êtes toujours ouverte. » Je pensais que le serrurier avait peut-être interverti les plaques, mais ses paroles s'éteignirent tandis qu'il jetait un coup d'œil aux étagères vidées à la table de cuisine dénudée. C'était la première fois depuis des jours que je mettais les pieds à l'intérieur. Je me levai et me dirigeai vers le salon. Le parquet craquait sous mon poids. Chaque pas me semblait trahir un souvenir. Le canapé, autrefois recouvert des oreillers de Clarisse et de nos plaids préférés, avait disparu. La table basse que j'avais construite de mes propres mains l'hiver dernier. Sa surface, légèrement rayée par le café renversé et les mots croisés, avait disparu. Les étagères n'étaient plus qu'un seul cadre vide, fixé au mur. Je tendis la main et passai mes doigts sur les supports, comme si je sentais le fantôme du bois qui contenait autrefois nos histoires. Derrière moi, Monica murmura, « Je suis vraiment désolée. » Elle se leva et vint à mes côtés, posant une main hésitante sur mon épaule. Si j'avais su, sa voix se brisa, les larmes coulant à flots. J'avalai difficilement et m'éloignai, non pas par colère, mais parce que son chagrin me faisait un mal de chien. « Ce n'est pas ta faute, dis-je doucement, sans être certaine que ce soit vrai. » J'appuyai la paume de ma main sur mon front, traçant des cercles comme pour me redonner la clarté d'esprit. Tyrell s'éclaircit à nouveau la gorge. « On devrait appeler la police, dit-il d'un ton ferme, déterminé. Ce n'est pas qu'un malentendu. L'identité de quelqu'un a été usurpée et nous sommes tous victimes. » J'ai fermé les yeux au mot « police », sentant le poids de mon uniforme peser sur moi. Seulement, à présent, l'autorité que j'avais autrefois semblait dénuée de sens. Mon beeper était oublié dans le couloir, clignotant sans aucune nouvelle notification. Les urgences à l'hôpital ne m'intéressaient plus. J'en avais un moi-même. Monica a récupéré son téléphone et s'est éloignée pour composer le numéro. J'ai vu ses épaules trembler tandis qu'elle parlait au répartiteur, donnant nos noms et l'adresse. Tyrell s'est assis à côté de moi au bord du lit et a joint mes mains dans les siennes. « On va s'en sortir », a-t-il dit doucement, d'une voix ferme. « Nous devons coopérer, partager tout ce que nous savons. » Mais le réconfort était mince. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Autrefois si capables, sauvant des vies et cicatrisant des blessures. Et maintenant, elles tremblaient, tandis que je tenais la preuve d'une vie qui n'était pas la mienne. Le bruit des sirènes qui approchaient a brisé le silence, se rapprochant jusqu'à ce que des lumières rouges et bleues clignotent à travers les rideaux des fenêtres. Ma poitrine s'est serrée. Chaque battement résonnait du mensonge qui avait bouleversé mon monde. Je me levai et m'avançai vers la porte, prenant une grande inspiration avant de l'ouvrir. Deux officiers en uniforme sombre se tenaient sur le seuil, l'air compatissant mais vigilant. Le plus grand sortit un carnet. « Monsieur Salut » demanda-t-il. J'acquiesçai, la voix tremblante. « J'aimerais entendre votre version des faits et voir ces documents. » Je ramassai la pile de beaux et de papier sur le lit, effleurant du bout des doigts le sceau notarié qui brillait encore dans la lumière matinale. Je réalisai alors que ma vie avait été effacée et réécrite par quelqu'un que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance. En tendant les papiers à l'agent, ma gorge se serra, mêlée de colère, de peur et de chagrin. Monica et Tyrell planaient derrière moi, leur trahison différente, mais non moins réelle. L'agent leva les yeux des documents, les sourcils froncés. « Nous allons faire toute la lumière », assura-t-il. Ces mots étaient professionnels. Pourtant, pour la première fois depuis mon réveil, je ressentis une lueur d'espoir que le cauchemar puisse prendre fin. Je refermai la porte derrière lui, étouffant les sirènes et retournant dans la coquille vide que j'avais autrefois appelée « chez moi ». Déterminé à récupérer le peu de vérité qui restait, lorsque je forçai la porte derrière les agents, le ruisseau creux me parut comme un ruisseau creux.
L'écho d'une chose perdue. Je me tenais au milieu du salon, la lumière du soleil de l'après-midi se déplaçant sur le parquet nu qui portait autrefois le poids des rires et des disputes, des marathons de films tard le soir et de la douce cadence de nos petits déjeuners du dimanche. L'appartement était désormais dépouillé de son âme. Mon cœur battait la chamade tandis que je commençais à ouvrir les tiroirs et à tirer les portes des placards, chaque espace vide accentuant la panique qui m'habitait. Dans la chambre, où la robe en velours violet de Claricea avait toujours été accrochée à côté de ma blouse, il n'y avait qu'un seul chemisier, d'un style vieux de 10 ans, qu'elle n'avait jamais porté. Le tissu était délavé et bouloché. J'ai tâtonné le cintre comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, et il m'a glissé entre les doigts, tombant au sol dans un murmure de trahison. J'ai parcouru l'appartement comme un homme dans un cauchemar éveillé, inspectant chaque étagère, chaque armoire, chaque recoin familier qui ne gardait plus aucune trace de nous. Dans la cuisine, où je l'avais taquinée avec mes œufs brouillés et où elle avait fait tourbillonner du miel. Dans son thé. 2 tasses étaient empilées dans l'évier, le bord ébréché, mais tous les autres plats avaient disparu. Les placards, autrefois remplis d'épices, et les boîtes à emporter qu'elle avait récupérées lors des vernissages étaient vides. Sur le comptoir, un unique bouquet de marguerites fanées dans un vase cabossé. Des fleurs que je lui avais offertes après notre première grosse dispute. Celles qui, disait-elle, lui rappelaient son pays, avaient été jetées, leurs pétales bruns et frisés. Je me dirigeais en titubant vers le bureau, où mon bureau avait autrefois été jonché de dossiers médicaux, de manuels de médecine d'urgence et de sa dernière série de croquis au fusain. Il ne restait plus que du vernis et une unique feuille de papier d'imprimante scotchée au mur, un numéro de téléphone à moitié effacé défilant de sa main. Mes doigts parcoururent la trace d'encre noire, me rappelant comment elle s'écrivait des mots dans les marges des revues médicales, laissant de petits cœurs à côté des appels de fonds et des invitations aux galeries. Ce petit geste d'affection me faisait maintenant l'effet d'une pique dans la poitrine. Dans le dressing, mes propres vêtements étaient suspendus, intacts, mais la garde-robe de Clarisse avait été réduite à une fraction de son volume. Je passai la main sur une veste en velours moelleux qu'elle adorait, ne trouvant qu'un vide poussiéreux là où les rangées de robes brillaient autrefois de leur ton précieux. Tiroir après tiroir, les restes épars, des gants de velours, un foulard en soie aux imprimés floraux délavés, ne nécessitaient aucune explication. Assise au bord du lit, je fis coulisser le tiroir supérieur de la table de nuit d'une main tremblante. Là, fourré sous des reçus et un enchevêtrement d'épingles à cheveux, je trouvai une chemise mince, plus épaisse qu'un annuaire téléphonique. J'eus le souffle coupé en la tirant. La couverture était vierge, et à l'intérieur se trouvaient des dizaines de pages de photos, d'actes de naissance, de factures de service public, tous portant la photo de Clarisse, mais un nom différent à chaque fois. Amelia Cardwell de Pittsburgh, Claire Banton d'Austin, Evelyn Marks de San Francisco. Je m'effondrai au sol. La chemise s'étala sur mes jambes et feuilleta les documents. Un silence stupéfait. Chaque faux bail était aussi méticuleux qu'un chef-d'œuvre. Cachet notarié, signature de propriétaire, loyer conforme au marché, preuve de mois, voire d'années de planification. Mes yeux se sont embués de larmes en voyant son visage souriant sous chaque pseudonyme. Ses yeux identiques, mais les noms et adresses aussi variés que les saisons. Avec quoi avais-je vécu, sinon une illusion magistrale? Mes pensées se sont brouillées en fractales d'incrédulité. Notre photo de mariage, nos dîners d'anniversaire, les cocktails qu'elle m'avait préparés après une longue journée de travail. Tout cela était potentiellement une mise en scène, une arnaque si élaborée que je n'en saisissais pas l'ampleur. J'ai refermé le dossier et cherché dans la pièce mon ordinateur portable où j'avais rangé mes photos de famille et nos playlists partagées. Il avait disparu. L'élégant MacBook argenté qu'elle m'avait offert pour mes 35 ans était introuvable. À sa place, un vide béant sur le bureau. Je me suis penché en avant, appuyant mon front contre la vitre froide où son reflet miroitait autrefois, tandis que même si la surface pouvait m'apporter des réponses si j'insistais assez fort. Je me levai et traversai le couloir où une petite armoire avait conservé son passeport. Les pages étaient remplies de visas de notre lune de miel en Italie, de notre voyage d'anniversaire au Japon. J'ouvris brusquement le tiroir, vide. Ma gorge se serra en me remémorant son fredonnement d'une chanson folklorique italienne pendant notre vol, ses yeux s'illuminant à la vue des vignes. Le passeport avait disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui qu'une légère odeur de son parfum, de chèvrefeuille et de cèdre, accrochée au bord du tiroir. Ma main tremblante retrouva la table de chevet de la chambre et j'ouvris le tiroir du bas. Là, à moitié enfouie sous une pile d'enveloppes sans étiquette, se trouvait une série de photos sur papier glacé. Clarisse, debout devant des immeubles à travers la ville.
Son sourire était identique. Mais ses vêtements et ses coiffures différents, des dates griffonnées au dos. Mars 2019, novembre 2020, juillet 2021 marquaient une chronologie à laquelle je n'avais aucune idée. Elle menait une vie parallèle, construisant j'ai refoulé mes identités aussi facilement que les croquis d'un artiste. Ma vision s'est brouillée et j'ai refoulé des larmes de rage et de chagrin. Quand j'ai enfin levé les yeux, Monica se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage empreint de compassion. Tyrell se tenait à ses côtés, les bras croisés, le regard hanté par la même horreur que moi. « Votre femme » commença Monica, puis elle hésita. « Elle a déjà escroqué d'autres personnes » murmura-t-elle. Je suis tombé sur un article de presse concernant une femme disparue en centre-ville en 2020. Ils ne l'ont jamais retrouvée. Les courriels correspondent à votre dossier. Un frisson m'a parcouru lorsque j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une trahison isolée. C'était un héritage de tromperie. J'ai refermé le dossier, le serrant contre ma poitrine comme un bouclier, et je me suis relevé. Je dois la retrouver, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Je dois savoir pourquoi. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation et du bruit lointain de la circulation. Tout ce qui m'était familier était faux. Chaque souvenir était souillé par des mensonges, et la femme que je mon amour avait disparu avec tout ce qu'il possédait, y compris ma tranquillité d'esprit. À cet instant, j'ai décidé de reconstruire la vérité à partir des fragments qu'elle avait laissés derrière elle. Son expression passa de la confusion à une colère contenue tandis qu'il contemplait la pile de papier dans mes bras et les larmes dans les yeux de Monica. « Ce n'est pas bien », dit-il d'une voix posée et autoritaire. Son costume bleu marine, impeccablement coupé, exprimait la confiance tranquille de quelqu'un habitué à conclure des affaires et à signer des contrats. Il me regarda, puis les documents. Que se passe-t-il? J'ai ravalé ma salive, à bout de nerfs, et j'ai forcé les mots. Je m'appelle Marcus Hay. Je vis ici avec ma femme, Clarisse. Ma voix s'est brisée en prononçant son nom, comme si le prononcer à voix haute pouvait la faire revenir. Nous louons cet appartement depuis 6 mois. Je lui ai tendu le dossier. Ce sont nos papiers. L'homme fit un pas en avant, épinglant le dossier d'un seul doigt. Les papiers du bail. Son ton oscillait entre l'accusation et l'incrédulité. Ce sont des transferts de propriété. Tyrell et Monica Hay sont propriétaires de cet appartement. Il regarda par-dessus mon épaule, plissant les yeux vers Monica, qui tremblait sur place. Tu n'as pas mentionné que quelqu'un d'autre vivait ici? Monica secoua la tête, les larmes aux yeux. J'ai cru à une simple confusion avec l'homme à tout faire. Je n'aurais jamais imaginé. Elle s'interrompit, étouffant un sanglot. Tyrell, grand et stoïque, s'avança. Nous pensions que tu étais le locataire, celui qui payait le loyer. Nous n'avions jamais soupçonné qu'il y avait un autre locataire, et encore moins un conjoint. Sa voix était calme, mais la tension dans ses épaules trahissait sa fureur. La mâchoire de l'homme en costume se serra. Il me lança un nouveau regard, froid et inquisiteur. Puis il se tourna vers Tyrell. C'est chez moi, dit l'homme d'une voix basse mais ferme. Je suis arrivé de New York hier soir. J'ai conclu la vente à l'aube. Ma femme et moi devions emménager ce matin. Il fit un geste vers moi, la voix s'élevant. Et pourtant, vous voilà, des inconnus tenant un câble dans mon salon. Je levai la main. La défiance me piquait à travers mon épuisement. C'est aussi ma maison, insistai-je. J'ai la preuve d'un bail. Je lui tendis les papiers. Il les claqua contre le chambranle. Pas un acte de bail. Tu en es le propriétaire. Il tapota le sceau notarié comme pour en ponctuer la finalité. Un tremblement me parcourut tandis qu'une clarté froide et impitoyable s'installait en moi. Je regardai l'homme, sa posture rigide et sa perfection taillée sur mesure, et ressentis une pointe de compassion mêlée à ma propre douleur. Il avait été arnaqué comme moi. Nous étions victimes de la même arnaque. Qui que fût cette Clarisse, elle avait brisé 2 vies d'un seul coup. Je posai une main tremblante sur la pile de faux baux. Elle fait ça aux gens. Elle les efface. Beau, identité, économie, puis disparaît. Ma voix se durcit, la colère s'enflamma. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. L'homme cligna des yeux comme s'il se réveillait d'un rêve. Toi, il déglutit. Tu as vu ces documents, toi aussi? Son regard se porta sur le dossier que Tyrell tenait à la main. Tyrell hocha la tête et le lui tendit.
L'homme le feuilleta, les yeux écarquillés à chaque signature falsifiée, chaque contrat de location portant le nom de quelqu'un d'autre. Monica s'affala sur l'accoudoir du canapé, le visage enfoui dans ses mains. Je n'ai jamais voulu blesser personne, sanglota-t-elle. Je l'aimais. Je pensais que c'était juste nous. Les épaules de l'homme s'affaissèrent. Il se tourna vers moi. Je suis William Carter, dit-il doucement, la voix rauque d'émotion. J'avais conclu l'achat de cet appartement après avoir vendu notre appartement à Manhattan. Ma femme et moi étions enfin prêts à entamer un nouveau chapitre. Il secoua la tête, incrédule. Et maintenant, sa voix se brisa. Je suis désolé, dis-je, sans me soucier de sonner creux. Elle m'a tout pris. Ma maison, ma femme, nos économies. J'avalai ma bile. Je ne sais pas où elle est allée ensuite, mais je la retrouverai. La vérité brillait dans mes yeux. J'avais perdu la vie 2 fois et je ne la laisserai plus jamais filer. William jeta un coup d'œil à Tyrell, qui hocha brièvement la tête. Tu as les souvenirs d'une famille dans ce dossier, dit William à voix basse. J'ai les miens dans ces actes. Il tapota la pile sous son bras. Il faut qu'on unisse nos forces. Je ressentis un soulagement, fragile, mais réel, m'envahir. Moi. On va aller voir la police ensemble, dis-je, la détermination renforcée. L'inspecteur Boyd a besoin de tout. Je croisai le regard de William. On va la chercher, souffla-t-il d'une voix rauque et rauque, lourde de trahison. D'accord, il baissa les yeux vers Monica, la voix plus douce. Et toi, dit-il en posant une main sur son épaule. On recommencera aussi. Mais d'abord, nous la traduisons en justice. Monica hocha la tête en essuyant ses larmes. Tyrell la tira doucement à ses côtés, montant la garde à ses côtés. Nous formâmes une alliance improbable. 3 victimes liées par un cerveau, confrontées au même labyrinthe de mensonges. À cet instant, l'appartement me parut un peu moins vide, les murs moins menaçants. Nous n'étions pas seuls. Alors que William prenait son téléphone pour appeler l'inspecteur Boyd, je réalisais que ce chapitre de ma vie, celui marqué par la perte et la déception, ne prendrait fin que si nous le terminions ensemble. Et pour la première fois depuis ce matin, je sentis l'étincelle d'une résolution plus solide que la peur. Dans les vestiges brisés de ma maison, parmi des inconnus qui partageaient mon indignation, je fis le serment de reprendre ma vie en main et de m'assurer que Clarisse, l'architecte de notre ruine, réponde de chaque instant volé. Le bureau de l'inspectrice Samantha Boyd sentait légèrement le café et le moisi. Un léger bourdonnement de néon au-dessus de ma tête soulignait la gravité de la situation. J'étais assise, le dos raide, sur une chaise en vinyle, Tyrell et William m'encadraient de chaque côté, tels des gardes du corps silencieux, tandis que Monica était perchée sur un tabouret contre le mur du fond, les mains jointes sur ses genoux. Face à nous, l'inspectrice Boyd tapait du stylo sur un épais dossier étiqueté « Salut Clarisse », ses yeux sombres, indéchiffrables derrière de fins cadres métalliques. Elle s'éclaircit la gorge et nous fit signe de nous réunir autour de la petite table de conférence. Mon pouce accéléra tandis que je rapprochais d'elle la pile de documents, contrats de bail, fausses pièces d'identité, actes notariés, chacun témoignant du mensonge qui avait bouleversé nos vies. Le ton de l'inspectrice était neutre, mais le poids de ses mots pesait sur moi comme une pierre. Elle ouvrit le dossier devant elle et en feuilleta les pages. Votre témoignage et vos documents nous aident à relier les points. Monica et Tyrell, vos actes de propriété correspondent exactement au registre foncier que nous avons consulté. Monsieur Carter, vos actes pour l'appartement de Manhattan sont également signés de sa main. Faux tampon de notaire, écriture identique. Au dos des pages. Monsieur Hay, elle leva les yeux vers moi. Vos contrats de location et vos fausses pièces d'identité montrent ses habitudes. Elle est constante dans sa façon de falsifier les signatures, les polices de caractère qu'elle utilise, et même dans la façon dont elle formate les dates. C'est ainsi que nous avons relié chaque affaire. Mais la localiser est le défi. Elle utilise des téléphones jetables, des VPN, de fausses adresses e-mail. C'est un fantôme. Ma poitrine se serra à l'idée de la voir dériver sans être vue, nous regardant reconstruire nos vies à partir des décombres qu'elle avait laissés derrière elle. L'inspecteur Boyd glissa une enveloppe en papier craft sur la table, vers moi. À l'intérieur, nos copies des assignations à comparaître étaient en cours de signification à la banque où était détenu votre compte joint, Monsieur Hay. Nous essayons de geler tous les avoirs restants, même s'il est peu probable qu'il en reste quoi que ce soit.
Nous allons également délivrer des assignations aux entreprises de services publics, aux gestionnaires immobiliers, aux opérateurs téléphoniques liés à ces pseudonymes. Chaque transaction, chaque branchement, tout ce qui peut la localiser. J'ai pris l'enveloppe, mes doigts effleurant le papier impeccable comme s'il contenait tout mon avenir. J'avais la gorge nouée en levant les yeux vers Boyd. Vais-je récupérer mon argent, demandai-je d'une voix à peine rauque. Boyd referma le dossier et se pencha en avant. Soyons réalistes, le recouvrement est compliqué. Les fonds disparaissent souvent sur des comptes offshore ou sont retirés en espèces, mais nous explorons toutes les pistes. Plus important encore, nous la poursuivrons avec toute la rigueur nécessaire. Cela ne réparera pas le passé, mais cela peut garantir qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Elle marqua une pause, puis fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit un petit carnet à spirale. Si elle vous recontactait, nous devons le savoir immédiatement. Tout appel téléphonique, tout message, même anodin, pourrait être un piège. Elle est connue pour ses techniques de manipulation émotionnelle. N'intervenez pas, enregistrez le message, enregistrez l'appel si possible et appelez-moi directement. Je vous donnerai mon numéro de portable. Elle griffonna quelque chose dans le carnet, en déchira une page et me la fit glisser. Je la dépliai. Inspecteur Samantha Boyd. Ligne directe. Courriel. Numéro de dossier. Une bouée de sauvetage. J'ai pressé le drap dans ma paume, déglutissant difficilement, la gorge serrée. Boyd tourna son regard vers Monica, qui regarda ses chaussures, les joues rouges. Monsieur Hay, votre coopération est appréciée. Vous n'êtes pas suspect. Vous êtes une victime, mais nous aurons besoin de vos déclarations et de vérifier votre identité minutieusement. Nous pourrions vous demander de faire une déclaration sous serment sur ce que vous avez vécu le matin où vous vous êtes réveillé aux côtés de Monsieur Hay et où vous avez réalisé que quelque chose clochait. Chaque détail compte. Monica hocha la tête, retenant ses larmes. Elle prit une profonde inspiration et leva les yeux vers Boyd. Je ferai tout ce qu'il faut. Sa voix tremblait, mais restait ferme. Tyrell posa une main rassurante sur son épaule. Boyd se tourna ensuite vers William. Monsieur Carter, vous avez été très aimable en partageant vos documents et votre temps. Nous aurons également besoin de vous pour une déclaration sous serment. Et si vous pouvez retracer vos communications, courriels, appels, SMS, veuillez les conserver. Nous, peut délivrer des assignations à comparaître pour ces registres. William hocha la tête, la mâchoire serrée, avec une détermination farouche. Boyd ferma son carnet et se leva, signalant la fin de la réunion. Nous vous tiendrons au courant quotidiennement. Notre équipe travaille avec la division de la cybercriminalité, les unités de lutte contre les crimes contre les biens et les procureurs spécialisés dans les crimes financiers. Nous la poursuivrons au-delà des frontières de l'État s'il le faut. Elle esquissa un petit sourire sincère. Je sais que c'est traumatisant. Si quelqu'un a besoin de conseils ou de services d'aide aux victimes, faites-le-moi savoir. Nous avons des ressources. Je me redressai sur ma chaise, l'épuisement me submergeant comme une vague. Je pressai une main contre ma poitrine, sentant les battements lents et réguliers de mon cœur sous mes doigts. Merci, dis-je, sincère. Merci d'avoir accepté cette tâche. Boyd hocha la tête et récupéra son dossier. Alors qu'elle nous accompagnait vers la porte, je ressentis une première lueur de soulagement, la reconnaissance que je n'étais pas seul, que quelqu'un se battait pour moi, pour que Clarisse réponde de ses actes. Une fois l'inspecteur parti et la porte refermée derrière nous, le silence s'abattit sur le bureau comme une bombe et un défi. William expira bruyamment. Au moins, on a son numéro de dossier, dit-il. Au moins, on sait qu'il va quelque part. Tyrell serra la main de Monica puis se tourna vers moi. Nous allons passer à travers cela, a-t-il répété, faisant écho à sa réconfort. Les substituts, la promesse de la poursuite. J'ai dit, la voix plus ferme que je ne le ressentais. Nous à travers l'obscurité. Nous allons riposter. Alors que nous étions sortis de la station, la ligne directe du détective Boyd brûle dans ma poche, j'ai réalisé que même si Clarisse avait volé ma maison, mes économies et ma confiance, elle ne pourrait jamais voler ma volonté et j'en utiliserais chaque once pour la faire tomber. Cette nuit-là, le monde était trop calme. Je me suis allongé sur le matelas dépouillé dans le coin du salon de William. La seule pièce de son appartement où les ombres se sont rassemblées comme des personnes en deuil, regardant un plafond qui n'offrait aucun réconfort. Mon téléphone est allongé face contre terre sur la table basse,
sa lueur silencieuse me tentant avec la promesse de réponse. Toutes les quelques minutes, j'ai tendu la main, je l'ai retournée, puis je me suis forcé à le repousser. Je savais que je devais d'abord attendre l'appel du détective Boyd pour confirmer les pistes qu'elle avait découvertes, mais le silence a appuyé jusqu'à ce que ma peau démange d'anxiété. À 2h14, l'écran s'est allumé. Clarisse a flashé dans un script familier, la même police qu'elle avait utilisée sur chaque note d'amour qu'elle avait jamais m'a quitté. Mon cœur a saisi si violemment, je craignais que cela ne s'arrête complètement. J'ai hésité, le pouce planant sur le bouton de réponse. Chaque fibre de mon étang criait de ne pas répondre, mais une partie de moi avait besoin d'entendre sa voix, avait besoin d'elle pour offrir une explication, pour demander le pardon, se briser ce cauchemar. Contre mon meilleur jugement, j'ai glissé. Et, bébé, venait le ton fluide et calme que je connaissais trop bien, comme si elle avait arraché les mots d'un souvenir d'une vie plus heureuse. Mon esprit s'est brisé. Ne paniquez pas, a-t-elle ajouté après une pause. Je vais bien. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi je m'occupe. Sa voix était faible, un doux tirage de réconfort qui ressemblait à du poison dans mon oreille. Je me suis assis, couverte en mettant en commun. Où êtes-vous? Je demandai, ma voix crue avec colère et douleur. Que vous avez fait? Cela ne fait qu'aggraver les choses. Elle semblait fatiguée, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. J'ai claqué ma main sur la table basse, en train de faire un coup de fer, un mélange de rage et de chagrin. Je pouvais presque me dire quoi faire. Sa voix adhérait, mais la menace était claire. Vous avez effacé notre passé. Je pouvais sentir ma poitrine se resserrer, les larmes brûlant dans mes yeux. Vous avez tout volé. Ma maison, nos économies, ma confiance. Elle a inspiré brusquement puis a laissé échapper une respiration qui a secoué à travers la ligne. Je suis désolé que vous ressentiez de cette façon, a-t-elle dit, la voix vide d'émotion. Mais il ne faut plus que les mots soient plus profonds que vous ne le faisiez pas étirer, pontés uniquement par le sifflement de notre respiration à chaque extrémité. Mes mains tremblaient si fort que j'ai presque laissé tomber le téléphone. Sa réponse était un clic doux, puis la ligne était morte. J'ai regardé l'écran vide, me sentant plus vide que lorsque je me suis réveillé pour la première fois à un étranger dans mon lit. Le sentiment de violation royale dans mon instinct, n'étant plus seulement à partir de documents volés et a disparu des économies, mais de la réalisation du froid qu'elle m'avait regardé, m'a étudié et a joué avec moi de loin. Elle connaissait chacun de nos mouvements. Elle savait que le détective Boyd dirigeait l'enquête. Elle connaissait les assignations, la banque des tiens, la collecte de preuves minutieuses et elle m'a osé m'arrêter. Quand j'ai finalement déménagé, c'était au ralenti. Je me suis assis sur le canapé, enterrant mon visage dans mes mains, le poids de l'impuissance s'installant comme un plomb. William était assis à côté de moi, plaçant une main douce sur mon épaule. « Qu'a-t-elle dit » demanda-t-il doucement, la voix douce dans la morosité avant l'aube. J'ai retiré mes mains et j'ai rencontré son regard. Elle m'a dit de reculer, que je la chasserais. Ma mâchoire se resserra alors que la fureur évanouissait à nouveau. Elle pense qu'elle peut me faire peur dans le silence. Tyrell et Monica ont émergé de la chambre, tirés par le hochet d'émotion. Les yeux de Monica étaient rouges, ses lèvres tremblantes. L'expression de Tyrell était stone. A-t-elle dit où elle était? Il a demandé. J'ai secoué la tête. Seulement qu'elle le gère. Ma voix est tombée à un murmure. Gérer quoi? Je ne sais pas. Monica avala et plaça une main tremblante sur la mienne. Elle a appelé ici la nuit où elle a disparu. Dit Monica, les mots vacillaient. Elle m'a dit la même chose, que je devais rester silencieux ou qu'elle reviendrait. Son admission ressemblait à une nouvelle blessure. J'étais terrifié, a avoué Monica. Je pensais qu'elle allait me faire du mal. J'exhalais, le souffle tremblant mais déterminé. Elle essaie de nous isoler, nous empêche de travailler avec le détective. C'est une manipulation classique. Le numéro du détective Boyd brillait toujours dans ma poche, attendant. Je l'ai récupéré et j'ai donné à William mon téléphone. Appelez-la maintenant, dis-je. Assurez-vous qu'elle sait que je n'ai pas peur. William hocha la tête, tapant le cadran de vitesse avec une efficacité calme. La ligne cliqua au fur et à mesure qu'elle sonnait. Nous avons attendu ensemble, des respirations tenues. Sur le troisième anneau, Boyd a répondu, détective Boyd. A commencé William, la voix stable. Il m'a tendu le téléphone. Marcus, ici, appela TL.
Quand j'ai parlé, je n'ai rien retenu. J'ai relayé chaque mot, chaque inflexion, chaque menace. Le détective Boyd a écouté, interdisant les questions sur le temps, le ton, le bruit de fond. Bien, elle a dit quand j'ai fini. Cet appel est une preuve. J'obtiendrai des mandats d'urgence pour suivre le nombre et des tours de cingle. Elle ne restera pas cachée beaucoup plus longtemps. Le soulagement m'a brisé comme un soleil après une tempête. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le premier véritable sentiment de soutien pendant les jours me passer à travers. Elle m'avait donné un avertissement, mais la loi répondait. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai senti les écailles basculer en ma faveur. J'ai serré le téléphone, en entendant l'écho de rassurance de Boyd. Ne vous engagez plus. Gérons le mouvement suivant. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Merci, dis-je doucement, voix épaisse d'émotion. Après avoir raccroché, j'ai regardé Tyrell, Monica et William. Elle regarde, mais elle n'est pas invincible, dis-je fermement, rencontrant chacun de leurs yeux. Eh bien, suivez l'exemple de Boyd, rassemblez tous les morceaux de preuve, et nous terminerons cela. Dans la lumière fragile de l'aube, avec les échos de sa voix qui persistent comme un gel sur ma peau, j'ai senti quelque chose se déplacer profondément en moi. La peur et l'incrédulité étaient toujours là, mais sous eux brillait une détermination féroce. Clarisse m'avait averti de reculer. Maintenant, c'était à mon tour de rester ferme, de riposter et de récupérer la vie qu'elle avait volée. L'écho de l'avertissement de Clarisse a toujours vibré dans mon esprit lorsque la sonnette a sonné 2 jours plus tard. Mon cœur a obtenu le sang battant dans mes oreilles alors que je glissais de mes chaussures et se glissais vers la porte d'entrée. William et Tyrell ont échangé des regards tendus derrière moi. Monica se pressa contre le mur, les mains jaillissaient si étroitement que ses jointures brillaient de blanc. L'air se sentait chargé comme si l'appartement était devenu un fil vivant. J'ai stabilisé ma respiration, mes sens aigus et je regardais à travers le coup de pied. Là, elle se tenait, Clarisse, un autre monde dans une robe rose pâle qui a écaillé ses genoux, tenant un bouquet de paix si frais, elle leva une main dans une vague douce, une invitation et un défi à la fois. Ma gorge se resserra. Pendant un moment, je me demandais si je pouvais me détourner, verrouiller la porte, faire semblant qu'elle ne se tenait pas là. Mais une vague de colère m'a traversé. Colère qui l'emportait sur la peur. J'ai carré mes épaules et déverrouillé la porte. Alors qu'il se balançait vers l'intérieur, j'ai senti chaque paire d'yeux dans l'appartement sur moi, et j'ai réalisé que j'avais plus que ma propre certitude tremblante. J'ai porté toute notre outrage. Marcus, dit-elle doucement, voix se fondant dans le couloir calme. Elle est entrée à l'intérieur sans attendre une invitation, sa robe chuchotant contre le plancher de bois franc. Je pensais que nous pouvions parler. Elle a placé le bouquet sur la petite table d'entrée, les fleurs pastel ayant l'air étrangement déplacées au milieu des dossiers à poussière et des assignations de police éparpillées autour de lui. J'ai croisé les bras. Parlez. Tu as volé ma vie, Clarisse. Tu m'as effacé. J'ai gardé ma voix calme même si mon cœur tonnait. Derrière moi. La main de William reposait sur la crosse de la lampe de poche de secours de l'herbe à apporter au cas où elle essayait quelque chose. Tyrell a plané près de Monica, prêt à la protéger si les choses devenaient laides. Le sourire de Clarisse vacilla, puis recentré, un masque se glissant en place. Je sais à quoi cela ressemble. Elle prit une respiration, inclinant la tête comme si elle écoutait un signal intérieur. Mais je peux tout expliquer. Ses yeux passaient devant les dossiers de la table basse. Nos preuves ont été à nu. Je vois que tu as été occupé. J'ai fait un geste vers les papiers. Le détective Boyd a tout. La banque enregistre, les baux forgés, les idées sous mon nom. Vous avez manqué avec 6 chiffres et avez disparu. Et maintenant, vous vous présentez ici comme si de rien ne s'était passé. Ma voix se leva à chaque mot. Vous pensez que les fleurs vont réparer cela? Ses lèvres se contractèrent. Je les ai apportées pour toi, dit-elle, voix miel. Une offre de paix. Elle tendit la main comme pour toucher mon bras, mais je me suis reculé. L'espace entre nous était tendu, chargé de la mémoire de sa trahison. Tyrell s'éclaircit la gorge, avançant. Nous voulons des réponses, a-t-il dit, voix basse mais ferme. Pourquoi l'avez-vous fait? Qui êtes-vous vraiment? Ces questions étaient suspendues dans les airs, pesants et implacables. Les yeux de Clarisse passèrent à Tyrell, puis à William, puis à Monica. Pour la première fois,
son sang-froid a hésité et j'ai vu quelque chose comme le regret. Où était-ce la peur? Elle ferma les yeux comme si invoquant le courage, puis les ouvrit et m'a fixé avec un regard constant. Vous n'avez aucune idée de ce que vous vous êtes entré, chuchota-t-elle, plus douce d'une voix qu'une confession. Vous jouez avec des forces que vous ne pouvez pas contrôler. Essayez-moi, dis-je en levant le menton. J'ai déjà tout perdu. La colère enroulée serrée dans ma poitrine. Colère aux années volées, la ruine financière, la tromperie. Dites-nous ce que vous voulez. Si vous pensez que nous vous laisserons simplement partir, vous vous trompez. Les mains de Clarisse tremblaient très légèrement alors qu'elle atteignit son sac à main et retira une enveloppe. Elle l'a tenue comme une offrande fragile. Lisez-le, a-t-elle dit. Cela explique plus que je ne pourrais jamais dire. Mon instinct a crié pour le déchirer de ses mains et le déchirer, mais la raison m'a retenu. J'ai pris l'enveloppe et je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une seule feuille de papier de liaison lourde écrit dans le script élégant de Clarisse. Destinée à se réunir. À quitter une falaise. Vérité. Je la regardais, les yeux piquants. Vous vous attendez à ce que je croie cela? Ai-je demandé, Voicero. Elle hocha la tête, des larmes scintillant les coins de ses yeux. Je ne pouvais pas aller à la police. Ils me font tuer, alors j'ai couru. Voler ce dont j'avais besoin pour rembourser ces gens. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais te garder en vie. Silence étiré, lourd comme du béton. Tyrell plia ses bras, les lèvres pressées dans une fine ligne. William regarda Clarisse avec une colère mesurée. La main de Monica trembla sur sa poitrine, les larmes tombant silencieusement. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans ma poche. Je me sentais creux. La trahison était toujours là, mais maintenant mélangée de confusion et de curiosité. Si cela est vrai, dis-je, voix plus stable. Ensuite, vous nous avez tous mis en danger. J'ai rencontré le regard de Clarisse, à la recherche de la sincérité dans ses mots. Que voulez-vous de nous? Ses épaules s'affaissèrent, la façade de la confiance s'effondrait. J'ai besoin de votre aide, chuchota-t-elle. Je n'ai nulle part ailleurs pour tourner. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à toi. La colère s'est éclatée en moi. Mais en dessous, quelque chose de plus doux. Compassion. J'ai avalé dur. Le juge a exigé que je la retourne au détective Boyd. Mais une partie de moi l'aimait toujours, se souvenait encore de la femme que je pensais qu'elle était. La pièce semblait retenir son souffle alors que je pesais mon prochain mouvement. Comprendre que ce carrefour définirait non seulement la fin de son jeu, mais le début du mien. Dans ce silence tendu, j'ai réalisé que j'avais le choix. Pour lui faire à nouveau confiance avec tous les risques qui impliquaient ou s'éloigne et quitte le passé enterré en cendres. Ma voix est sortie stable, calme. Tout d'abord, nous disons à Boyd ce que vous venez de me dire. Ensuite, nous décidons ensemble comment gérer le reste. Clarisse hocha la tête, le soulagement et la peur scintillaient dans ses yeux. À ce moment-là, entouré par le parfum net de paix et les cicatrices de nos vies. Brisé, j'ai compris que la vraie bataille ne faisait que commencer et que je le ferais face à mes propres termes, les yeux grands ouverts. Le poids de la confession de Clarisse installé dans ma poitrine comme un rocher. Alors que je pénétrais dans le salon, l'après-midi léger incliné à travers les rideaux et illuminant les dossiers empilés sur la table basse. Je pouvais encore sentir le tremblement dans sa voix lorsqu'elle a supplié notre aide. Ce plaidoyer m'a hanté alors que des trahisons furieuses recula. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant contre la houle des émotions contradictoires et j'ai atteint mon téléphone. Le numéro du détective Boyd brillait à l'écran comme une promesse. J'ai composé sans hésitation. Sa voix calme a répondu sur le deuxième anneau. J'ai tout relayé. La visite du bouquet, la lettre, le plaidoyer pour obtenir de l'aide, les menaces qu'elle avait fait allusion. Le ton de Boyd est devenu sérieux. Nous aurons besoin de cette lettre pour le dossier, a-t-elle déclaré. Et les ennemis de Clarisse, s'ils sont réels, constituent une menace pour la sécurité publique. Cela a simplement intensifié notre urgence. Elle a prévu une réunion pour la première chose demain matin. J'ai raccroché, appuyant ma main sur mon cœur, le sentant comme si je courais un marathon. Je me suis retourné vers Clarisse, qui était assise sur le bord du canapé de William. Sa posture s'est effondrée, les yeux rouges. Tyrell et Monica se tenaient à une distance respectueuse, leurs expressions gardées mais curieuses. William se pencha contre le mur, les bras croisés, son regard sondant.
vous avez appelé le détective, chuchota Clarisse, le relief vacillant dans ses yeux. Merci malgré tout, j'ai ressenti un scintillement de quelque chose. Dommage peut-être pour sa vulnérabilité. De nos approbations. Même dans sa propre épreuve, elle a offert de l'aide. J'ai ressenti de la gratitude et quelque chose de plus net, comme la culpabilité qu'elle avait été traînée dans mon désordre. Merci, murmurai-je. Je me suis tourné vers William. Pouvez-vous m'aider à assembler d'autres transferts du compte? Times, montant, modèle? William a sorti son ordinateur portable et l'a branché sur le routeur. J'ai les relevés bancaires ici, a-t-il dit, feuilleté un dossier PDF. Regardez, elle a vidé le compte en 3 montants forfaitaires. 80 000, 50 000, 30 000, le tout dans une période de 12 heures. Il a souligné une feuille de calcul qu'il avait commencé à construire. Je vais tracer des horodatage. Peut-être que nous pouvons trianguler un emplacement à partir des retraits ATM ou des transferts en ligne. Alors que William travaillait, j'ai ressenti une vague de camaraderie. Ce n'était plus ma bataille en solo. Nous étions une équipe unie par tromperie. Tyrell a conféré à Monica sur les nouveaux comptes. J'ai entendu sa voix basse, lui assurant qu'ils reconstruiraient leur vie après cela. Ma gorge se resserra d'émotions que je ne pouvais pas nommer. Admiration pour leur force, tristesse pour leur perte, résoudre le combat à venir. Je me suis excusé et je suis entré dans le couloir étroit, à la recherche d'un moment de calme. Mon regard a atterri sur la petite armoire où j'avais stocké la collection de parfums de Clarisse, maintenant disparue. J'ai posé ma paume contre le bois lisse, ressentant l'écho de son parfum de lavande qui s'attardait ici. Mon souffle bégaya. J'ai fermé les yeux, laissant les souvenirs me se laver. Son rire, elle chuchota, « Bonne nuit ». Sa main douce brossant la mienne. Il se sentait comme des éclats de verre. Beau, dangereux et impossible à tenir sans me couper. Un coup doux m'a retiré de la reprise. La voix de Monica flottait par la porte. « Marcus, ça va ?» J'ai ouvert la porte et elle se tenait là, m'inquiétant en froissant son front. « Je voulais m'assurer que vous mangez, » dit-elle, tenant un sac en papier. J'ai apporté des sandwichs et du café. Le simple geste m'a paru profondément humain. J'ai souri, la gratitude adoucissant mes fonctionnalités. « Merci, dis-je. Je n'ai pas eu beaucoup d'appétit. » Elle s'est écartée et j'ai pris le sac. À l'intérieur se trouvaient 2 sandwichs à la dinde et à l'avocat, des frites et une tasse de café fumante. J'ai levé la tasse, inhalant l'arôme doux amer. En sirotant, j'ai réalisé que la reconstruction ne serait pas seulement de l'argent ou des documents. Il s'agirait de petits actes de gentillesse, de preuves que la vie pourrait encore offrir normalement. Je suis retourné dans le salon, offrant à Monica un signe de tête reconnaissant. Elle serra mon épaule et retourna aux côtés de Tyrell. Le soir, notre nouveau compte bancaire a été créé avec Tyrell et moi répertoriés comme propriétaires conjoints, et le bureau des détectives a accordé des privilèges de gel et de rapport. Monica avait rempli des documents pour que les paiements de factures en ligne soient réaffectés, et Williams Forensic Dretit prenait forme, cartographiant les coordonnées pour chaque retrait que Boyd a promis de retracer avec les ressources d'application de la loi. Clarisse est restée silencieuse, perchée sur le canapé, serrant sa lettre. Je me suis rendu compte que je l'avais à peine regardée depuis son appelé détective. Je me suis approché et je me suis assis sur le bras du canapé. Elle leva les yeux suppliants. « Quoi maintenant ?» chuchota T.L. J'ai respiré. « Maintenant, nous attendons le détective Boyd pour voir ce que ses coordonnées donnent. Nous coopérons pleinement. Nous partageons tout ce que vous m'avez dit. » Mon regard s'est durci. Ensuite, nous déterminons comment neutraliser ces menaces auxquelles vous êtes confrontés. S'ils sont réels, elle hocha la tête, les larmes scintillaient dans ses yeux. L'affirmation, son accord pour y faire face ensemble, avait envie d'ouvrir une porte aux possibilités que j'avais pensé à jamais fermer. Et pourtant, en dessous, je ne pouvais pas ignorer. J'étais toujours en colère, toujours blessé par ces mensonges. La confiance devrait être gagnée à nouveau par les actions et la transparence. J'ai regardé l'enveloppe dans sa main, la lettre qu'elle avait écrite pour expliquer ses crimes et me promettait silencieusement que chaque mot serait vérifié, chaque affirmation étudiée jusqu'à ce que la vraie histoire apparaisse. Les nuits se sont installées au-dessus de la ville et nous trois, des étrangers ont devenu des alliés, se sont rassemblés autour de la table basse, des papiers et des ordinateurs portables éparpillés comme des plans de guerre. Le bourdonnement des ordinateurs et le murmure de la collaboration ont rempli l'appartement.
À ce moment-là, les dégâts semblaient vastes. Économie volée, confiance brisée, identité disparue. Mais au milieu des décombres, j'ai aperçu quelque chose de puissant. La résilience des personnes déterminées à récupérer ce qui a été pris. J'ai pressé mes doigts au bord de la lettre, ressentant son poids ferme. Quelle que soit l'obscurité qui se cachait derrière les actions de Clarisse, je la confronterai par étapes délibérées jusqu'à ce que nos vies nous appartiennent à nouveau. Et bien que la route à venir serait lourde de colère, de peur et de vérité dure, je le savais. Je le marcherai selon mes propres termes avec des yeux clairs et une main régulière. Pour la première fois depuis le réveil à un étranger dans mon lit, je pensais que nous pouvions récupérer quelque chose de réel de l'épave. Et cette croyance valait la peine de se battre. La salle d'audience se sentait caverneuse, ses murs de pavillon en bois absorbant chaque conversation chuchotée, chaque mélange de papier et de tout en sourdine. Je me suis assis à la table du demandeur avec Tyrell, Monica et William à côté de moi. Le poids des mois de trahison et d'investigation appuyant comme une pierre. De l'autre côté de l'allée, Clarisse était assise à la table de l'accusé, sa posture rigide, les épaules au carré comme si le verdict qu'elle connaissait depuis longtemps venait. Le gave du juge est descendu, une fissure soudaine qui m'a secoué de mon souvenir de assignation sans fin, d'analyse médico-légale et de séances de stratégie de fin de soirée. Lorsque mon tour de témoigner est arrivé, je me suis levé et j'ai senti les yeux de tout le monde dans la pièce s'installer sur moi. Des caméras clignotant, des sténographes de la cour en cours, le détective Boyd assis derrière nous avec son cahier ouvert. J'ai avalé dur, rappelant comment je me réveillais à un étranger dans mon lit, comment j'avais démêlé le réseau de beaux forgés et d'identités volées. J'ai parlé clairement, chaque mot mesuré mais chargé d'émotion. Au moment où j'ai découvert les documents de Monica, le choc de voir mon propre nom sur les fausses idées, la dévastation de notre compte bancaire s'est épuisée. J'ai décrit l'appel téléphonique de Clarisse, ses menaces, le bouquet à la porte et la lettre avouant les dettes et le danger. Chaque détail a renforcé le récit d'un escroc qui avait armé l'intimité et la confiance. Lorsque l'accusation s'est reposée, l'avocat de la défense s'est levé. Il a sondé doucement aux premières questions sur ma relation, mon état mental, mon interprétation des preuves, mais je suis resté composé, ferme dans la vérité que j'avais vécue. J'ai rencontré les yeux de Clarisse pendant que je parlais, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de non gardé derrière son masque. Un sentiment de regret, de peur, de vulnérabilité. Il a renforcé ma détermination. Après des heures de témoignages d'autres victimes et des témoins experts, des enquêteurs de banque, des analystes de documents médico-légaux, des spécialistes du suivi numérique, le juge s'est préparé à rendre sa décision. Chaque visage de la galerie était tendu, l'anticipation enseignait dans les airs. Lorsque le gavel est finalement tombé, la voix du juge résonna. Fraude, vol d'identité, grand larcenie, coupable de tous les chefs d'accusation. Les épaules de Clarisse s'affaissèrent, des larmes brillantes dans ses yeux. Elle a été conduite dans des menottes, ses yeux trouvant les miens une dernière fois. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un profondeur de vide se mêlait à un soulagement. À ce moment-là, alors que la salle d'audience se vidait et que la lumière du soleil passait à travers de grandes fenêtres, j'ai réalisé que la justice avait un pouvoir silencieux. Il n'a pas guéri toutes les blessures, mais elle a offert une mesure de paix. Tyrell joint mon épaule. Monica essuya une larme, et William hocha la tête avec une fierté solennelle. Bien que nos vies ne soient plus jamais les mêmes, nous avions récupéré ce qu'elle avait volé, nos noms, notre sécurité et notre vérité. Et que j'ai compris était un début qui mérite d'être embrassé. 3 mois s'étaient écoulés depuis le procès, et l'appartement que j'ai appelé à la maison ressemblait à un sanctuaire plutôt qu'à un coffre-fort de trahison. J'ai emménagé dans une modeste chambre du côté et de la ville. Pas de comptoir en marbre, pas de vue radicale, juste un espace calme où la lumière du matin filtre doucement à travers des rideaux en lin. Le premier matin, je me suis réveillé ici, je me suis fait une tasse de café et je me suis assis près de la fenêtre, savourant la tasse normale à la main et le bourdonnement lointain de la circulation. Ce fut une petite victoire, mais j'ai marqué de gratitude. Les séances de thérapie sont devenues une partie de ma routine, tenue tous les mardis après-midi. Le docteur Linton, avec sa présence calme et ses questions douces, m'a guidé à travers les émotions emmêlées que j'ai portées. Le chagrin pour la vie que j'avais perdue, la colère contre la tromperie de Clarisse et un étrange mélange de compassion pour une femme poussée par la peur. J'ai appris à nommer mes sentiments au lieu de les laisser s'écraser à travers moi comme des ondes de marée. J'ai pratiqué des exercices de respiration pour réprimer la panique qui se cachait parfois non invitée lorsque j'ai passé une bijouterie ou entendu quelqu'un mentionner le vol d'identité.
Le soir, j'ai suivi mon cours de psychologie à temps partiel au collège communautaire. La salle de classe a bourdonné d'élèves désireux de comprendre l'esprit humain, et j'ai plus que apprécié la possibilité de transformer mon épreuve en empathie pour les autres. Le professeur Yang a attribué des études de cas sur les traumatismes et la résilience, et je me suis souvent retrouvé à réfléchir sur mon propre voyage à partir du moment où je me suis réveillé à côté d'un étranger au jour où j'ai témoigné devant le tribunal. J'imagine utiliser ces expériences pour aider quelqu'un d'autre à reconstruire sa vie. Financièrement, Tyrell et William avaient été des alliés inestimables. Tyrell m'a alerté lorsque le compte bancaire final est passé, et j'ai récupéré un petit pourcentage des fonds volés, suffisamment pour couvrir le loyer et les factures médicales. William et moi nous sommes rencontrés une fois sur des hamburgers dans un restaurant, se souvenant de l'épreuve comme s'il s'agissait d'une épopée que nous avons tous deux survécue. Il était retourné à Manhattan, se réconciliant avec sa femme et tournant la page sur le cauchemar. Son encouragement, « Vous avez ceci, Marcus », résonnait dans mon esprit chaque fois que le doute de soi s'est glissé. Monica et moi sommes restés en contact, forgeant une amitié improbable. Nous nous sommes rencontrés chaque semaine pour Walks in the Park, échangeant des histoires sur la thérapie, les devoirs et les examens à venir. Son rire était revenu, authentique et sans garde, et j'ai trouvé du réconfort dans notre compréhension partagée de la perte et de la récupération. Quand elle a confié qu'elle commençait un organisme à but non lucratif pour aider les victimes de vol d'identité à naviguer dans le système juridique, j'ai ressenti une houle de fierté. Nous étions tous les deux émergés du réseau de Clarisse de mensonges, déterminés à transformer la douleur en objectif. Un samedi matin, je me suis tenu dans ma petite cuisine en retournant les crêpes, un rituel que je n'avais pas osé tenter depuis le vol, et la pâte a grésillé sur la plaque chauffante. J'ai arrosé du sirop d'érable dans une spirale parfaite, rappelant à quel point Clarisse a taquiné que mes crêpes aient goûté à la maison. Je mets l'assiette sur la petite table et je me suis arrêté, respirant l'arôme sucré. Aucune ombre d'elle n'est restée ici. C'était mon espace maintenant, ma routine, mes souvenirs, ma paix. J'ai ramassé ma fourchette et j'ai pris une bouchée, le gâteau doux fondant sur ma langue. À ce moment-là, j'ai réalisé que la guérison n'était pas arrivée avec de grands gestes ou des confrontations dramatiques. Il est venu tranquillement dans la remise en état des plaisirs simples et la résolution de construire un nouveau. Le passé ferait toujours partie de moi. Il cache un rappel de la vulnérabilité et de la trahison, mais il ne dicte plus mon histoire. Alors que le sirop coulait sur mon menton, j'ai souri. J'avais survécu à l'impossible. Et maintenant, avec des yeux clairs et un cœur ouvert, j'étais libre de recommencer.